Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Comme vous pouvez voir, on est un peu mieux habillés que l'habitude et on n'est pas au studio. Pour la toute première fois, on se trouve sur place à la conférence de Montréal qui est organisée par le Forum économique des Amériques. Pour ceux et celles qui ont vu l'épisode la semaine passée, on a eu la chance d'avoir Mathieu Rondeau. Et les gentilles personnes au forum nous ont dit, écoutez, on peut vous donner une salle si ça vous intéresserait d'avoir des invités politiques, etc. On a dit, ben oui, certainement. Et on a une invitée quand même spéciale aujourd'hui, Salim. Mais oui, je suis très, très content aujourd'hui parce qu'effectivement, nous recevons la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Madame Martine Biron. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir. Et c'est ça que je disais à Salim. Nous, on n'a pas l'habitude de poser des questions rapides parce que, tu sais, on a des épisodes qui durent pendant des heures et là, votre temps, vous êtes pressé, donc on va être très rapide puis on va essayer de s'habituer à poser des questions comme des vrais journalistes. C'est ça, non, effectivement. Alors, Madame Biron, première question. L'importance d'avoir à Montréal, au Québec, ce genre de forum comme le Forum des Amériques qui organise la conférence de Montréal. Dans le contexte actuel, est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que ça l'est plus, ça l'est moins? Comment vous voyez ça? Bien, pour nous, c'est la chance d'avoir tous nos joueurs, tant sur la scène internationale que sur la scène régionale et nationale, réunis sous le même toit et de pouvoir réseauter de nos plus et de nos moins dans le contexte de la géopolitique mondiale actuelle. Bon, on vit la crise des tarifs aux États-Unis, on est très actifs sur le terrain, mais moi, ça me permet de leur expliquer ce qu'on fait sur le terrain et comment on défend les intérêts de nos entrepreneurs, de nos citoyens et de nos travailleurs. Donc, c'est ça un petit peu votre message aujourd'hui. Vous allez avoir une allocution un peu plus tard aujourd'hui. Donc, vous allez parler un petit peu des efforts du Québec à l'international. Qu'est-ce qu'on dit à ce parterre de personnes? Comment le Québec aborde tous ces changements géopolitiques? Hein? Vous avez mentionné les tarifs de M. Trump, mais on parlait déjà depuis 3 ans de la guerre en Ukraine, puis ce qu'on voit malheureusement au Moyen-Orient également. Donc, quel est le message un petit peu que vous envoyez? Bien, d'abord, au Québec, on a des leviers. C'est sûr que c'est une période qui est inquiétante. Je pense pour les citoyens en général, on a un peu des inquiétudes sur ce qui se passe. Mais au Québec, on a des leviers parce qu'on a un réseau international de délégations internationales quand même solide et qui est en place depuis longtemps. On a 34 bureaux dans 19 pays du monde. Au Japon, on a célébré le 50e anniversaire du bureau. À New York, on est là depuis près de 60 ans. Même chose à Paris. 45 ans au Mexique. On a des bureaux. On est bien déployés tant en Amérique qu'en Europe, qu'en Asie et même en Afrique. Alors, on a ces leviers-là pour faire la diplomatie et prendre le pouls du terrain. Alors, après, c'est comment on organise nos forces pour être capable de faire de meilleurs échanges. Alors, vous avez raison de parler de la guerre en Ukraine, parce que nous, au Québec, on avait déjà commencé à redéployer, à préparer notre terrain. Alors, on voyait que ça se contractait du côté de la Chine, par exemple. Alors, on a pris certains de ces employés-là pour les envoyer aux États-Unis pour bien travailler nos bases. On a 9 bureaux aux États-Unis. Et la guerre en Ukraine a créé une pression sur l'économie en Europe, mais on voyait que les Européens commençaient à regarder vers l'Ouest et on sentait que ça serait au-delà d'une seule génération. Alors, il y avait déjà du travail à faire, mais la crise économique, la crise de l'énergie, je pense, en Europe, a fait un certain ralentissement économique, mais on a commencé à travailler sur le terrain pour être prêt quand le cycle nouveau arriverait. Et ce cycle-là, il arrive parce que aux États-Unis, avec la nouvelle administration, avec les tarifs plutôt pas toujours cohérents, je veux dire, on vit quand même dans des montagnes russes depuis plus de 6 mois. Alors là, on parle de diversification et il y a un intérêt et on voit qu'en Europe, on est prêt. Mais justement, parlons de ça puisque vous ouvrez la porte. Le Québec ou le gouvernement du Québec dans cette nouvelle ère de Donald Trump. Nous, évidemment,
d'un côté objectif, on n'est pas dans la politique, on voit qu'il y a de l'angoisse, il y a de la nervosité. Comment on fait comme gouvernement pour rassurer les gens? C'est quoi la stratégie? C'est quoi la politique? C'est quoi les manœuvres pour dire aux gens, écoutez, calmez-vous un petit peu, on travaille. Qu'est-ce qu'on fait pour justement rassurer les gens que tout va bien aller? Bon, on travaille sur plusieurs fronts. D'abord, avec le président Trump, il faut absolument se concentrer sur les faits. Il ne faut pas se concentrer sur un tweet. On attend que l'ordre ou que les décrets soient signés pour être capable de vraiment savoir ce qui va se passer. Puis le jour même, il faut pas s'énerver, essayer de rester calme. Deuxièmement, on s'est préparé au niveau économique. Ma collègue, la ministre de l'Économie, a mis en place différents programmes pour aider et appuyer nos entrepreneurs et nos travailleurs également. Pendant que nous, sur le terrain, on a envoyé nos messages, on a développé différentes stratégies. Moi, par exemple, j'ai rehaussé le bureau de Washington, D.C. Pourquoi je l'ai rehaussé? Parce que je voulais avoir plus de gens qui écouteraient qu'est-ce qui se passait. Je veux savoir quels sont les règlements qui s'en viennent, quels sont les projets de loi. Je veux qu'on ait des contacts à la Maison-Blanche. J'en ai moi-même fait sur le terrain. Je commence à me faire un petit réseau de contacts personnels et mes délégués font la même chose. À New York, je l'ai vu d'ailleurs ici à Montréal, le délégué de New York qui est là pour faire son réseautage. Hier, moi, j'étais à St. John's au Nouveau-Brunswick pour la rencontre des gouverneurs du sud-est américain et des provinces atlantiques. Le Québec était là, l'Ontario était également représenté. Et on a passé nos messages sous le leadership du Québec. On a dit, écoutez, l'éléphant dans la pièce ici, c'est les tarifs. Les tarifs ont augmenté de 50% mercredi dernier. Alors, le message qu'on leur envoie, c'est un tarif sur nous, c'est une taxe pour vous, parce que vous allez subir. L'aluminium, ils en produisent pas vraiment de l'aluminium aux États-Unis. Alors, sans nous, ça devient assez compliqué. Alors, on s'en va dans une période où la pression sur notre économie, sur nos travailleurs, sur nos entreprises va être extrêmement forte. Alors, on leur envoie ce message-là. Comment sommes-nous reçus? Avec un certain silence. Moi, je vois sur le terrain, je suis beaucoup allée aux États-Unis dans la dernière année, que même les républicains, parce que les gouverneurs du Sud-Est que j'ai rencontrés, ce sont des républicains, ils sont silencieux. Le message qu'ils nous ont envoyé, c'est que c'est des décisions fédérales. Alors, ils n'osent pas encore tout à fait. Même les États du Nord-Est maintenant, avec la nouvelle administration, sont plus républicains. Et si on parle des États qui sont directement partenaires avec le Québec et l'Ontario. Tout à fait. Tout à fait. Bon, on a entendu que quand on arrive sur le terrain, les gens s'excusent. Mais au-delà des excuses, ils souffrent aussi, les Américains. Ils sont inquiets. Ils ont la même frousse que nous, on a. Ils se demandent qu'est-ce qui va se passer, puis ils veulent protéger leur économie. Alors, jamais dans l'histoire, je pense que les gouvernements infranationaux ont eu autant d'avenir. Parce que on fait affaire avec Philadelphie, on fait affaire avec la Pennsylvanie, on fait affaire avec Milwaukee, le Wisconsin. Alors, on voit que les petits ensembles avec le Québec veulent faire des démarches. Puis écoutez, nous, on a un bureau à Chicago, mais quand moi, je suis allée, par exemple, au Wisconsin, j'ai appris que Chicago, l'Ontario s'installe. L'Alberta s'installe, le Manitoba s'installe, le Nouveau-Brunswick s'installe, la Saskatchewan est en réflexion. Alors, ça fait 7 joueurs canadiens dans le même marché, mais nous, ça fait 50 ans qu'on est là. Alors, nos entrées sont faites, notre diplomatie, elle est faite et les gens sont actifs sur le terrain. Alors, ça nous donne quand même un avantage très certain. J'aime beaucoup, c'est quasiment un slogan, hein, des tarifs pour des Canadiens sont une taxe pour les Américains. Donc ça, c'est très intéressant. Alors évidemment, toute cette histoire de tarifs de M. Trump a fait en sorte que beaucoup de Canadiens, de Québécois se sont sentis un petit peu trahis, voient dans le partenaire américain un partenaire moins fiable qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Ça fait des années qu'on parle de diversification des marchés, mais on dirait que ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui pour démontrer qu'on est moins dépendant de l'économie et des marchés américains. Alors, quelle est la stratégie un petit peu du gouvernement du Québec dans cette idée un petit peu d'être moins dépendant des Américains tout en
on va se le dire, on va toujours commercer avec les Américains. C'est impossible que ça se fasse autrement. Mais comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on est moins dépendant? C'est vraiment intéressant cette question-là. Puis vous avez raison quand vous dites les États-Unis vont continuer à être notre principal partenaire économique. Le fait que l'économie s'est contractée ailleurs, notamment en Europe, a fait que le vent était doux pour les Québécois vers les États-Unis parce que là, il y avait vraiment une montée, un dynamisme dans l'économie et les Québécois en ont profité et ils ont augmenté leurs exportations. Des exportations qui étaient autour de 60-65 %, qui sont passées presque à 75 %. Alors, on a vraiment profité de cette période. Pas de la facilité, mais c'est normal. C'est un voisin qui est tout proche. Alors, c'est beaucoup plus facile pour les Québécois de poursuivre cette avancée, ces exportations-là. Alors, oui, les Québécois se sont sentis brutalisés par les déclarations. Puis je fais une petite parenthèse pour dire que c'est quand même pas notre premier rodéo en termes de mesures protectionnistes. Mais là, la brutalité de ces allégations à l'effet qu'on n'était pas un joueur qui était juste et équitable, qu'on profitait du système, alors que tout le monde sait que c'est pas vrai, ça a fâché les gens. Alors on s'est dit bon, faut qu'on travaille différemment. On travaille sur plusieurs fronts. C'est vrai qu'en Europe, avec l'aérospatiale, on est capable de développer. D'ailleurs, le premier ministre s'en va au Bourget et il va mettre beaucoup d'énergie là-dessus. Et on a travaillé, nous aussi, au niveau diplomatique, avec l'Union européenne, en faisant des partenariats avec le Comité des régions qui nous ouvre de nouveaux marchés en Europe. Mais le principal marché qu'on va développer, c'est le marché canadien. Et d'ailleurs, mon collègue, le ministre délégué à l'économie, a déposé un projet de loi en fin de session pour qu'on fasse un peu notre petit bout pour abaisser les barrières commerciales entre les provinces. C'est plus sexy pour les Québécois d'entendre que le Québec fait affaire avec New York, mais sincèrement, on pourrait faire affaire avec l'Ontario, plus, puis c'est tout juste à côté, puis on n'a pas de frontières à passer. J'arrive du Nouveau-Brunswick, Irving, qui est quand même qui est l'industrie le plus principal employeur du Nouveau-Brunswick, s'approvisionne chez 200 fournisseurs chez nous au Québec. Alors, pourquoi ça serait pas 300 puis 400? Alors, il y a du travail à faire chez nos voisins. Pourquoi développer le Vermont, le Maine? On va maintenir nos engagements avec ces États-là. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas plus entre les différentes provinces du Canada? Mais ces partenariats alternatifs, là, les nouveaux marchés, que ce soit en Europe, en Afrique, peut-être en Amérique du Sud ou à travers le Canada, est-ce que c'est réaliste? Parce qu'il paraît que l'échéancier qu'on a est tellement court et on essaie de voir comment rapidement aller remplacer les marchés qu'on a aux États-Unis. Est-ce que ça se fait ou c'est plutôt une vision long terme dans 5-10 ans? Je dirais qu'il y a du court, du moyen et du long. Parce que il y a vraiment en Europe une volonté, là. Il y a un buzz. Et d'ailleurs, l'Union européenne va dégager jusqu'à 800 milliards d'euros pour la défense. Et nous, on a quand même, on peut participer à cet effort-là, notamment en aérospatial. Pratt & Whitney fabrique des moteurs d'hélicoptères, des moteurs clés en main. Alors, on peut participer. Mais le Québec aussi peut faire des maillages, notamment, je pense à un gouvernement infranational comme la Wallonie, qui va débloquer 1 milliard d'euros. Je suis allée les rencontrer, le ministre des Finances ainsi que le ministre-président. Et il y a un intérêt sur l'aérospatiale au Québec, sur certains alliages comme l'acier, le cuivre notamment. Alors, il y a moyen de prendre la part Québec avec différents gouvernements infranationaux, mais également de prendre notre part à l'intérieur du Canada. Et ça risque de se faire assez vite. Mais ce qui risque d'arriver, c'est que cette nouvelle carte géopolitique, elle risque de s'étaler sur plus d'une génération. Et c'est comme ça qu'il faut penser au sens plus large, je pense, de notre action au Québec, à l'international. Alors, est-ce que avec le réseau du Québec aux États-Unis, alors vous avez parlé de 9 bureaux, donc on s'entend, hein, en fait, c'est l'illustration parfaite du fait que les Américains vont demeurer des partenaires privilégiés et importants pour le Québec.
9, quand je pense que dans toute l'Europe, vous en avez 8 et en Asie, un autre 8. Donc, ça, je vous rassure, c'est grâce à votre attaché de presse que je le sais. C'est pointu, mais il y a des antennes à travers tout ça. Mais non, effectivement, effectivement, mais en tout cas, ça donne une bonne image de l'importance que les États-Unis ont pour le Québec. Mais est-ce qu'on sent à l'intérieur du réseau du Québec aux États-Unis que du côté américain, on voit les Canadiens, les Québécois en particulier, se tourner vers l'Europe et de se dire, sommes-nous en train de perdre quelque chose avec notre partenaire québécois, avec notre partenaire canadien? Est-ce qu'on ressent un petit peu ça ou est-ce qu'on est droit dans nos bottes? Décision de notre gouvernement fédéral, on est derrière. Comment est-ce que vous le ressentez? Ils sont inquiets, les Américains. Ils sont très inquiets, les Américains. Et il y en a qui retiennent la signature de certains contrats chez les Américains parce qu'ils savent pas ce qui va se passer. Alors, oui, il se passe des choses. Ils veulent protéger leur marché. Ils se demandent où le gouvernement s'en va parce que, bon, il y a la Chine aussi qui a une balance commerciale pour les Américains. Ils pourraient s'en inquiéter, là. Ils importent beaucoup. Alors, ils se demandent si le gouvernement ne devrait pas plutôt protéger ses amis. Mais cette inquiétude-là, elle est partagée des deux côtés de la frontière. Mais on leur dit qu'il va y avoir un après et qu'on va continuer à faire affaire avec eux. Mais je vous dirais qu'il y en a qui ont rempli leur salle d'inventaire, c'est-à-dire que pendant qu'il n'y avait pas de trafic, de tarifs. Mais là, il y a un coup de frein à court terme sur la signature de certains contrats. Mais les contacts demeurent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de difficulté à rencontrer les élus, les entrepreneurs, parce que ce que cette crise-là a fait, c'est d'amener ensemble le politique et l'économique. Ce qui se faisait avant, mais là, ça se fait réellement. Et le premier ministre me l'a dit, dès que la crise des tarifs est arrivée, on a senti que les grands entrepreneurs du Québec, les grands décideurs du Québec voulaient participer à cet effort-là. Et c'est la même chose aux États-Unis. Il y a un gros travail pour garder nos liens parce qu'on se dit que tranquillement, les choses vont avancer. Puis vous suivez la politique depuis assez longtemps dans les deux cas pour savoir que chaque jour qui passe, le président des États-Unis a un petit peu moins de pouvoir. Oui. Alors là, les voix vont commencer à s'élever davantage. Écoutez, c'était silence, personne ne disait rien en janvier. Là, on commence à parler un peu plus. On peut s'attendre à ce que les choses évoluent. Puis d'ailleurs, on peut sentir aussi une chose, c'est qu'au début, lorsque M. Trump arrivait avec des annonces, on dirait que la Terre a arrêté de tourner pendant un certain temps parce que c'était à la fois la surprise, la stupéfaction. On pouvait pas croire que quelque chose de ce genre-là pouvait se passer. Et là, récemment, il a fait passer les tarifs sur l'aluminium et l'acier de 25 à 50%, qui effectivement a un impact énorme sur l'économie. Mais on dirait que politiquement, pour lui, ça porte un petit peu moins parce qu'il y a moins cet effet de surprise. On commence un petit peu à s'adapter ou à s'habituer, tant bien que mal, à ce style-là de diplomatie, si on peut l'appeler ainsi. Ben, moi, à mon avis, ces tarifs-là sont inacceptables, injustifiés sur toute la ligne. Et vivement qu'on discute avec les Américains sur cette question-là. Ici, il y en a des gens qui sont dans l'entourage du président Trump et on va faire ces messages-là. Moi, je les ai faits très clairement avec les gouverneurs du sud-est des États-Unis. Et je manque pas une occasion quand il y a un élu, mais aussi des gens d'influence autour du président pour leur dire c'est complètement inacceptable et ils se font mal à eux. Et la question, c'est si tu fais ça à un ami, qu'est-ce que tu fais à tes ennemis? Et alors, c'est un peu ça. Puis les Américains, ils sentent exactement la même chose. Ils sont vraiment dans la même dynamique que nous. Alors, on fait nos représentations. Et je pense que la pression, elle est très forte sur le président des États-Unis. Puis c'est peut-être pour ça qu'on est tellement en dents de scie, qu'il avance, qu'il recule, qu'il avance, qu'il recule. C'est que la pression également, elle est forte
notamment des grandes entreprises, je pense aux constructeurs automobiles, ils ont la ligne directe du président. Peut-être une dernière question, je sais que le temps file rapidement. C'est fascinant parce que les gens qui nous écoutent aussi, peut-être pour la première fois, réalisent à quel point le Québec a une présence à l'international au lieu de se concentrer juste sur la politique provinciale. Et la question que souvent plusieurs se demandent, elle est où la place d'une province dans une crise politique où on a plutôt l'habitude de voir le gouvernement fédéral prendre cette place-là, les négociations internationales, etc. Mais là, on a un Québec, puis là, on apprend, on a des délégations un peu partout dans le monde, on est actif, on parle à des partenaires. Est-ce qu'il y a une ligne quelque part où on dit, oh, là, c'est le terrain du fédéral, oh, là, on peut pas. Est-ce qu'il y a une interaction avec les élus au fédéral? Est-ce qu'on jumelle un peu les expertises puis les positions qu'on a au gouvernement pour affronter tout ça comme équipe? Oui, il faut travailler en équipe. Tous les clubs qui peuvent nous donner un coup de main, on doit être partis. Vous voyez le premier ministre François Legault qui est à Saskatoon, qui converse avec le premier ministre Mark Carney et qui veut participer à cet effort-là parce que c'est important qu'on soit là, qu'on soit présent et qu'on soit unis entre nous. On peut pas juste être le Québec et dire et critiquer ce qui se passe dans notre équipe. On fait partie d'une équipe et il y aura des plans, des décisions qui vont se prendre pour l'équipe et on veut, nous, au Québec, avoir notre part. Mais on a notre travail, nous aussi, à faire. Au Québec, un n'empêche pas l'autre. Puis avec l'Europe aussi. Nous, au Québec, on a notre projet de diplomatie, mais juste sur les États-Unis, je vais vous donner une image, puis ça parle. Les Américains, ils ont une ambassade à Ottawa et 6 consulats au Canada. Ben, il y a 2 de ces 6 consulats qui sont au Québec. Alors, ça vous démontre l'importance qu'a le Québec pour les Américains. Alors, nous, on doit faire notre propre diplomatie parce que ce que détient l'Ontario ou ce que détient l'Alberta, qui est mono-industrie avec le pétrole, et Doug Ford en Ontario, qui est dans l'automobile, surtout, c'est quand même 500 000 travailleurs. Nous, on est quand même diversifiés. Oui, on a l'aérospatial, mais on a de l'aluminium. On a de l'acier, on a des minéraux critiques et stratégiques, on a nos zones d'innovation, on a l'énergie. Alors, on a un bouquet de services et de produits qu'on échange avec les Américains. Alors, il faut qu'on défende nos propres intérêts en parlant en notre nom. Et ce qui est bon pour le Québec est bon pour le Canada. Et ce que prépare actuellement Mark Carney doit être bon pour le Québec. Et nous, on va veiller au grain pour qu'on ait notre part d'une façon ou d'une autre. Alors, peut-être une dernière petite intervention. Notre caractère distinct, francophone, notre identité francophone dans tout cet aspect-là, et c'est un avantage, c'est un levier. Comment est-ce qu'on l'exploite, et puis dans le contexte aussi où M. Legault s'en va en France, au Bourget, aurait pu être ailleurs, mais il reste que c'est la France. Notre caractère francophone, est-ce qu'il nous rapproche d'autres marchés? Parlez-nous-en un petit peu en terminant. Ben ça, la francophonie, c'est ce qu'on est, nous. Hein? Nous sommes une goutte d'eau francophone dans un océan anglophone. Alors, pour survivre, il faut être plus fort. Puis pour être plus fort, ben il faut faire rayonner notre culture, mais aussi être économiquement solide. Et l'économie de la francophonie, c'est un marché de milliards de personnes. Et on a commencé à travailler sous le leadership du Québec. On a amené l'Organisation internationale de la francophonie à prendre un virage plus significatif économique. Et on organise des missions économiques en francophonie. Et il y a des présidents, directeurs généraux de différentes entreprises, notamment dans le domaine culturel, qui me disent, moi, j'ai découvert ça, la francophonie, et j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Alors, il faut pas négliger ce club-là. Comme je disais, chaque club, puis nous, notre personnalité propre, ben, on doit en tenir compte et la faire rayonner et utiliser les différents leviers qui peuvent nous servir au final. Le temps file, puis ça va très rapidement. Un grand merci à vous, Madame la ministre, d'avoir pris le temps de vous adresser à l'auditoire de notre balado.
bonne chance, bon succès. Puis, évidemment, nous, de notre côté, on suit ça de très près. Puis, on espère un jour peut-être vous recevoir en studio pour une plus longue conversation. Ben, ça me ferait plaisir. J'ai trouvé la rencontre très agréable. Merci. Merci. Restez là où vous êtes. On vous revient immédiatement après avec justement les délégués du Québec à New York et à Washington. On est de retour, tel que promis. On a eu la ministre des Relations internationales, puis là, on va devenir, Salim, des vrais geeks là, de la politique parce qu'on va rentrer sur le terrain, le day-to-day, comme on dit, avec deux délégués, je pense, d'après moi, les plus importants, surtout dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel. Donc, on a avec nous le délégué général de New York et le délégué à Washington, donc Benjamin Belair et David Brulotte. Merci beaucoup, messieurs. Merci de nous avoir invités. Je pensais juste, justement, tu sais, avant de quitter la maison pour venir nous installer, je me demandais, tu sais, il y a tellement de bureaux du Québec à l'international, tu sais, en Amérique, en Europe, en Asie, etc. Et je me posais la question, les téléphones qui doivent sonner pas mal le plus parmi ces bureaux-là, c'est sûrement Washington et New York. Je peux pas parler au nom de mes collègues, mais je peux vous dire qu'à Washington, ça a beaucoup sonné dans les derniers mois, effectivement. Puis j'imagine, David, toi aussi. Ouais, même chose à New York. Je pense que c'est probablement vrai pour l'ensemble des bureaux aux États-Unis. On a 9 bureaux à travers le pays. Puis évidemment, ben, comme je disais, depuis quelques jours, là, ici à la conférence, notre travail a quand même changé de façon assez importante depuis novembre, encore plus depuis janvier. Il y a beaucoup d'incertitudes. Donc oui, les gens appellent. Les questions sont différentes de ce qu'on se faisait poser il y a peut-être un an, mais tu sais, l'avantage, comme tu mentionnais, c'est qu'on a un réseau international qui est déjà très développé, 34 bureaux dans presque 20 pays. Donc on a cette dont 9 bureaux aux États-Unis, on a déjà cette empreinte-là qui fait que nos partenaires, les entreprises, les collègues du Québec qui font affaire avec Benjamin sur le niveau de la politique fédérale à DC et avec les autres bureaux pour des questions là, de tout ordre, que ce soit économique, que ce soit investissement, financement. Et donc, c'est ça. Je pense qu'on a l'avantage de déjà être présent sur le terrain. Donc, c'est pas comme si on partait de zéro ou on était parti de zéro en début d'année ou en novembre dernier. Donc, effectivement, ça ne dérougit pas. Alors, juste pour faciliter un petit peu la compréhension des personnes qui nous écoutent, des délégués et délégués généraux du Québec, c'est un petit peu comme des ambassadeurs du Québec à l'international avec un rôle diplomatique. Vous représentez le Québec, le gouvernement du Québec, les positions officielles du gouvernement du Québec. Là, vous le faites donc auprès des pouvoirs publics américains, politiques et fonctionnaires, j'imagine. Vous avez un rôle de terrain quand arrivent des tarifs comme ça. Puis évidemment, c'est tout un bouleversement. C'est quoi votre premier réflexe quand vous êtes à New York, quand vous êtes à Washington? Vous appelez qui? Avant, c'est important, on commence pas à travailler la journée où il y a des tarifs. On a préparé l'arrivée d'une nouvelle administration américaine bien avant l'élection. Il y a eu l'ajout de ressources dans le réseau. Il y a eu Washington qui était transformé en délégation. Il y a eu l'ouverture d'une délégation à Seattle pour couvrir davantage le territoire. On a suivi l'élection attentivement. Moi, j'ai été à la convention républicaine et à la convention démocrate pour faire des rencontres. Et on a multiplié les rencontres avec des gens qu'on soupçonnait qu'ils allaient devenir des décideurs de la prochaine administration. Donc, il y a eu un travail de fond qui a été fait où pendant des mois et des mois, on a bonifié les réseaux qu'on avait déjà pour être prêt à faire face à cette administration, quelle qu'elle soit. Hein, parce qu'on se rappelle qu'une nouvelle administration, c'est toujours un défi pour le Québec parce qu'il y a des changements d'orientation et comme les États-Unis, Washington notamment, est un peu l'épicentre d'un tremblement de terre qui a des répercussions partout dans le monde. Donc, il faut bien se préparer à ces changements-là. Là, on fait face à une nouvelle administration qui a un mode de gouvernance qui est un peu différent des autres administrations. Donc, les décisions se prennent... tu sais, en politique, on parle de la fameuse boîte noire où se prend les décisions. Il y a plein de facteurs qui impactent sur le processus. Ça peut être le style de leadership. Dans le cas
de la nouvelle administration, c'est manifestement le style de leadership où les décisions se prennent en très petits comités, sinon par une seule personne, se prennent en dehors de tous les circuits de processus de décision normalement établis dans une administration, peuvent se prendre à toute heure du jour et de la nuit. On peut se réveiller le matin en apprenant qu'il y a des tarifs sur un produit ou l'autre. On se couche le soir, on découvre qu'il y a des tarifs. Parfois, je fais des présentations. Le soir, je dois les recommencer pour le lendemain matin parce qu'il y a eu 3-4 nouvelles ordres d'exécutifs qui changent un peu l'ampleur de ma présentation. Donc, il y a toute une préparation qui nous amène à ça. Et là, il faut s'adapter au style de gouvernement auquel on a. Normalement, comme on fait dans toutes les relations gouvernementales, on commence au niveau des fonctionnaires, au niveau des élus, puis on monte l'échelle tranquillement pour faire avancer notre dossier. Évidemment, il faut toujours faire ça parce que cette administration-là existe toujours et elle fonctionne selon une hiérarchie, mais il faut aussi être original puis trouver d'autres portes d'entrée pour essayer de faire passer nos messages. Ouais. Puis, alors, vous, au niveau de New York, par exemple, c'est quoi le réflexe? Est-ce que c'est d'appeler des partenaires économiques du Québec? Parce que New York rayonne surtout sur la question économique, même s'il y a beaucoup de politique qui s'y fait également. Est-ce que c'est des gens de l'État de New York qui connaissent mieux le Québec? Alors, démystifier un petit peu ça. C'est toutes ces réponses. All of the above, comme on dit en anglais. Puis je pense que c'est un bon premier réflexe de mentionner ça, puis c'est exactement ce qu'on a fait sur le terrain. Donc, évidemment, qui sont nos clients, nos partenaires? Ben, c'est des gens, c'est des associations, c'est des entreprises du Québec. Donc, c'est les premiers qu'on a sollicités très, très tôt. Je dirais, juste après l'élection, évidemment, comme Benjamin le mentionne, ça fait des mois, des années qu'on est sur place. On se prépare à chaque élection à un changement certain, sachant que l'élection de novembre dernier avait, disons, des changements plus importants, plus probables que d'autres. On a fait des démarches différentes, puis on s'est adapté. Mais tout de suite après l'élection, peu importe ce qui allait arriver, on a tout de suite fait un tour au Québec avec des grandes entreprises, des PME, pour voir, qu'est-ce que vous voyez dans votre prévisibilité, scénario 1, scénario 2, scénario 3. Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a des risques? On a refait le même exercice début 2025, juste après l'inauguration. Et on a décelé qu'il y a certaines entreprises qui voyaient des opportunités, beaucoup qui voyaient évidemment énormément de risques. L'instabilité, l'incertitude, c'est ce qui est le plus problématique au niveau des entreprises, la prévisibilité à long terme dans la relation commerciale. Et donc, sur le terrain, c'est vraiment la première action qui a été prise, c'est de voir qu'est-ce que nos partenaires, nos clients au Québec veulent que l'on fasse en leur nom et comment on peut mieux les accompagner, ce qui est notre pain, notre beurre depuis évidemment des années. Par la suite, c'était de voir qui sont les contreparties aux États-Unis où le message passerait mieux. Un des premiers réflexes qu'on a eu autant à Washington que dans nos bureaux, certainement à New York aussi, c'est de voir qui sont les élus avec qui on a des bonnes relations, des deux côtés de l'allée, comme on dit, mauvaise traduction, mais autant chez les démocrates que chez les républicains. Historiquement, le Québec entretient des relations très, très fortes au niveau étatique. On est un État infranational, on a un réseau que je mentionnais qui est très vaste et on a des très bonnes relations au niveau des États, des villes aussi, et évidemment avec Benjamin à Washington, D.C. Et donc, on a rapidement mis une stratégie pour voir qui sont les alliés qu'on a dans quel État et comment eux peuvent passer notre message à Washington, D.C., que ce soit aux élus étatiques fédéraux, donc sénateurs, membres du Congrès, ou des élus de l'État directement. Des gouverneurs, mentionné New York, on a rencontré Mme Hochul rapidement en début 2025, rencontré le gouverneur de la Pennsylvanie, rencontré les membres du cabinet du gouverneur du Kentucky. De New York, on couvre 8 États du Mid-Atlantique. Et donc, ça a été de faire une espèce de cartographie de qui on connaît, qui on veut connaître. Et je reviens à mon premier point sur les entreprises. On a pu rapidement établir quelles sont les chaînes de valeur où le Québec est le plus impliqué sur nos territoires pour l'ensemble des bureaux aux États-Unis du Québec. Et dire, par exemple, dans un comté XYZ de telle communauté, tel État, est-ce que le lien avec le Québec est à ce point fort que l'entreprise va subir des conséquences s'il y a des tarifs qui sont mis en place? Et si c'est le cas, est-ce que cette entreprise-là peut parler à son élu local, à l'association manufacturière qui le représente, pour que ce soit vraiment les Américains qui, eux, repassent le message. C'est une chose pour moi de dire, écoutez, c'est pas super ce qui se passe avec les tarifs, ça nous affecte, ça vous affecte aux États-Unis. Mais quand l'entreprise nous dit, vous savez, nous, dans tel secteur,
L'aluminium, par exemple, qui a des tarifs qui ont été imposés de façon importante, ben on a dû couper le chiffre de nuit. On n'a plus de chiffre de nuit parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un ralentissement dans notre chaîne d'approvisionnement au niveau de l'aluminium qui vient du Canada, principalement du Québec. Et on ne fait plus 7 jours sur 7 de production, on fait 5 jours sur 7. Et donc là, ben, c'est les travailleurs, c'est les électeurs du coin à qui on dit, ben, c'est à vous de repasser ce message-là que vous en sentez les conséquences. Et donc, bien évidemment, comme Benjamin le mentionne, c'est un travail de longue haleine. On se lève pas un matin puis on dit, bon, ben on ouvre le bottin, on appelle n'importe qui. C'est des croisements très, très stratégiques qui sont faits par nos équipes. C'est l'expérience des équipes aussi qui est mise à profit de leur réseau, de leur connaissance industrielle. Donc ça, c'est une des façons sur le terrain où on est capable de prendre action très rapidement. Là, justement, on parlait avec la ministre du fait que, suite à l'élection au mois de novembre dernier, les États du nord-est des États-Unis ben, sont pas mal plus républicains et c'est les États avec lesquels on a beaucoup plus de partenariats aux États-Unis. Et justement, c'est bien que vous racontiez un peu comment ça se passe et les relations puis tout l'effort que vous faites. Est-ce que le message arrive à passer ou est-ce que ça se rend jusqu'à la Maison-Blanche ou est-ce qu'on mange toujours à la salade de M. Trump? Est-ce qu'on arrive un peu à bouger un peu l'aiguille? Je fais des tournées d'élus régulièrement, que ce soit à la Chambre des représentants ou au Sénat, et je peux vous dire que le Québec a des amis. De nombreux amis. En privé, beaucoup d'élus nous disent qu'ils sont pas en faveur des tarifs, qu'ils comprennent pas les tarifs, particulièrement envers le Canada. Il y a beaucoup d'élus républicains qui sont élus dans des juridictions qui sont proches de la frontière, donc qui sont habitués d'avoir des échanges économiques très forts avec les États-Unis. Il y a des élus aussi qui ont des enjeux de tourisme importants, notamment en ce moment où plusieurs Québécois ne se rendent plus aux États-Unis. Donc, ils sont très, très, très ouverts à la discussion. Plusieurs d'entre eux nous disent, j'ai passé le message au président. J'en ai parlé au président, mais je vous rappelle que le président a été élu en toute connaissance de cause. Il n'a jamais caché qu'il allait mettre des tarifs. Il a été élu avec une majorité à la Chambre des représentants, une majorité au Sénat. Il a gagné le suffrage universel. Il a gagné les États clés. Donc, pour eux, ils comprennent quand même que le président a la légitimité, même s'ils sont pas d'accord, d'agir. Donc, nous, notre travail, c'est de leur rappeler les conséquences économiques. On pense que les tarifs n'affectent pas le Canada ou le Québec seulement. C'est une taxe déguisée sur les consommateurs américains. Plusieurs le réalisent, certains n'en ont pas conscience. Donc il faut leur donner des exemples. Puis rapidement là, ils capent que effectivement il va y avoir des conséquences économiques importantes. Et c'est ça, le message se rend à la Maison Blanche tranquillement. On essaye aussi, ça c'est important. David a bien décrit comment on pouvait de manière officielle entrer en relation avec des élus par des voies qui sont officielles et normales. Ils se parlent entre eux, ça se rend tranquillement à la Maison Blanche. Mais il y a aussi autour du président toute une constellation que moi j'appelle des influenceurs. C'est des gens qui ont aucun poste officiel, mais qui ont leurs entrées à la Maison-Blanche, qui connaissent le président. Donc, une partie de notre travail, c'est aussi d'identifier ces influenceurs-là et d'essayer d'avoir des rencontres en dehors des circuits officiels avec eux. Donc, ça prend beaucoup de temps. Puis là, il y a une partie de chance. Des fois, on va à l'aventure dans des événements. On essaye de parler à des gens rapidement, d'avoir un rendez-vous. Mais ça, ce travail-là, il est très, très important parce que il est de tout aussi efficace que passer par les élus républicains pour essayer qu'ils transmettent le message au président. Si on se retire un peu de la politique, puis c'est bien beau le travail, puis on parle aux élus, aux représentants, etc. Si on revient un peu au niveau du citoyen moyen, tu sais, nous ici au Québec, puis j'imagine partout au Canada, les messages que nous recevons, c'est que c'est mauvais. Évidemment, ça va affecter les entreprises québécoises ou canadiennes. Et de l'autre côté de la médaille, ben, ça va affecter aussi le consommateur américain. Aux États-Unis, est-ce que ce message-là est capté au niveau de la population? Premièrement, il faut avoir conscience qu'aux États-Unis, le paysage médiatique est complètement différent du nôtre. C'est des écosystèmes fermés, c'est des bulles, des chambres d'écho. Et souvent, les gens n'ont accès qu'à une partie de l'information, puis qu'à l'histoire d'un des deux camps. Donc ça joue aussi sur la capacité ou la perception qu'ont les citoyens. Le clivage politique est tel qu'une partie de la population, une foi inébranlable envers le président. Donc, le président, en plus de tous ses atouts, a un mouvement social derrière lui qui l'appuie, puis qui va
croire ou qui va accepter sa vision du monde sans s'interroger davantage. Cela dit, pendant l'élection, le président a fait campagne sur l'inflation. Il a convaincu une partie de l'électorat modéré qui n'est pas républicain qu'il était capable de réduire l'inflation. Quand on assistait à des focus group où on rencontrait des gens, où moi je me suis promené dans les conventions, les gens ne parlaient que de l'inflation. Et ce qu'il disait, sous Trump 1, il n'y avait pas d'inflation, le président va réduire l'inflation. Un chiffre, un seul. 72% des Américains considèrent que la politique commerciale du président va augmenter l'inflation. Donc, il y a quand même une dissonance qui est en train de se créer au sein de l'espace public entre l'affirmation du président que il va réduire l'inflation puis que les tarifs sont bons pour les Américains, puisque les Américains perçoivent de l'impact des tarifs sur eux. Peut-être juste un petit point complémentaire sur la question. Il faut se rappeler aussi que si on se met dans les souliers des Américains, puis Benjamin l'a bien souligné, notre rôle, c'est pas de porter jugement sur le vote qu'ils ont fait. On respecte évidemment le choix que les Américains ont fait et on va travailler avec l'administration en place et les autres qui étaient là avant et les autres qui seront là après. Il y a eu du protectionnisme sous les démocrates à bien des égards, donc c'est pas quelque chose qui est nouveau nécessairement. Je reviens à la question sur la perception des Américains de la relation avec le Canada, le Québec, les tarifs. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour l'Américain moyen, le volume de changement qui est en temps d'autres passé présentement aux États-Unis est colossal. Donc, les tarifs, c'est une chose parmi tant d'autres. Mais dans bien des États, il y a des coupes dans les services fédéraux, dans les services de santé, dans des programmes qui touchent les cafétérias dans les écoles primaires. Et tout ça est très, très asymétrique. Et donc, selon les États où on va, les gens nous disent, on comprend, on voit bien ce que vous nous expliquez, mais rappelez-vous qu'on a une liste de priorités où il y a beaucoup de modifications qui sont faites par l'administration fédérale. Et donc, on vous entend, mais dans la liste, on n'est peut-être pas rendu à cette urgence-là. Notre rôle, c'est de dire, si vous ne la traitez pas, si vous n'y pensez pas tout de suite, quand l'urgence va arriver, ça va être assez colossal. Un des exemples qu'on donnait quand Mme Biron est venue en Pennsylvanie, Philadelphie venait juste de gagner le Super Bowl, il s'est bu des millions de bières pendant la journée du Super Bowl. Et on faisait le calcul rapidement en matinée, on disait des tarifs sur l'aluminium, canettes de bière, canettes de Pepsi, canettes de breuvages autres bu pendant le Super Bowl, on disait l'impact moyen pour le consommateur à Philadelphie aurait été de quelques centaines de dollars, par exemple. Et là, ça faisait évidemment sourire les gens, mais ça leur donnait un exemple hyper concret de dire, pour quelque chose qui est pris pour acquis, vous allez au dépanneur, vous achetez une caisse de boissons gazeuses, le prix va changer rapidement parce que votre aluminium vient principalement, en vaste majorité, du Canada. Donc, ça a été de trouver des exemples comme ça pour ramener un petit peu le niveau de priorité par rapport aux tarifs, par rapport à la relation commerciale avec le Canada, plus haut dans le niveau de perception des gens qu'on rencontre. Mais alors, petite question. Le gouvernement du Québec parle de diversifier ses marchés pour être moins dépendant du marché américain et de l'économie américaine. Une façon un petit peu d'atténuer l'impact économique sur nos PME, nos entreprises, notre économie d'une manière générale. Comment est-ce que les Américains que vous croisez, rencontrez, que ce soit ceux du milieu des affaires ou du milieu politique, voient le fait que le partenaire canadien, le partenaire québécois tourne ses yeux ailleurs, ce qui peut aussi, d'une certaine manière, impacter l'économie américaine. Comment est-ce qu'ils le voient, ils le ressentent, ça, que, par exemple, M. Legault s'en aille au Bourget à Paris dans pas longtemps, d'ailleurs, plutôt que d'aller à Washington comme d'autres le font, ou à Atlanta ou ailleurs? Si tu veux, je vais répondre politiquement, tu pourrais répondre économiquement. Parce que je pense qu'on a les deux bouts de l'histoire ensemble. Premièrement, la diversification des marchés, c'est pas seulement une nécessité, c'est une chose qui est bonne en soi pour l'économie. On a une économie basée sur l'exportation, mais qui est très dépendante du marché américain. Donc, peu importe qui est au gouvernement à Washington, je pense que le gouvernement a un devoir moral de travailler à la diversification de ses marchés pour que l'économie soit plus résiliente. Maintenant, à la question spécifique, quand on rencontre des Américains,
là, je parle plus des élus. Puis on leur dit, écoutez, dans le contexte actuel, tu sais, nous, on doit diversifier nos marchés parce que notre économie, on doit la protéger, on doit la sécuriser. Ça dépend de leur niveau de connaissance du Québec et du Canada. Mais il y a un enjeu géopolitique important à prendre en compte. C'est la compétition féroce, redoutable, qui se joue actuellement entre les États-Unis et la Chine. Et les élus voient le Canada et le Québec comme un partenaire stratégique important pour sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. Donc, ceux qui sont décisionnels, qui ont fait ce travail de réflexion sur comment sécuriser les chaînes d'approvisionnement américaines par rapport à la Chine dans des secteurs comme la défense, les microprocesseurs, les minéraux critiques et stratégiques. C'est sûr que là, ça les inquiète de voir cette diversification des marchés parce qu'ils veulent s'assurer que le Québec et le Canada restent un partenaire qui va les aider à accomplir le projet politique qu'ils se sont donnés. Donc ça, et oui, il y a une inquiétude, mais il n'y a pas une inquiétude au sens profonde. Ils sont attentifs, ils vont regarder. Je vous rappelle aussi que diversifier les marchés, c'est une chose qu'on doit faire, mais il faut pas négliger les États-Unis non plus. Puis là, David, il pourra en parler, mais il y a énormément de potentiel d'affaires aux États-Unis à faire. Il reste que dans 2 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, dans 25 ans et dans 100 ans, les États-Unis vont rester notre partenaire commercial principal. Et il faut qu'il y ait des gens comme David puis nos collègues qui fassent ce travail de développement économique sur le territoire parce qu'il y a encore des gains pour le Québec. J'ajouterais un très bon point de Benjamin. Quand on rencontre des élus particulièrement ou des PDG de grandes entreprises, certains vont nous dire, ben, faites ce qui est bon pour vous, faites de l'argent à quelque part d'autre si l'argent est à faire à cet endroit-là. L'autre chose, c'est que la diversification pour le Québec en général, ce n'est pas quelque chose qui date du mois de janvier. Pour avoir été délégué général à Tokyo, c'est quelque chose qu'on pousse énormément dans l'agroalimentaire, dans les produits aéronautiques, dans le multimédia, c'est-à-dire, ben, vous faites beaucoup, entreprises X, Y, Z, en Europe, aux États-Unis, venez voir des marchés qui sont très, très porteurs. Le Québec, depuis plusieurs années, a ouvert d'autres bureaux à Singapour, par exemple, pour attaquer le marché du sud-est asiatique, là, où il y a des centaines de millions d'habitants, où la classe moyenne est en forte croissance. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau, où on s'est réveillé un matin puis on a dit il faut faire face à tout ça. Là, c'est quelque chose qui est vraiment imbriqué dans ce qu'on fait à l'international depuis des années. Donc, premier point. L'autre chose, c'est que, encore une fois, Benjamin l'a mentionné, on sera là dans 2 ans, dans 4 ans, dans 100 ans. On est voisins, c'est naturel. On conduit pour aller aux États-Unis, porter nos marchandises, nos services. On est sur les mêmes fuseaux horaires dans bien des cas dans l'Est. Et donc, cette relation-là, elle est profonde, elle est historique. On a vécu toutes sortes de choses ensemble. La frustration, présentement, elle est très grande. Et ça, on le ressent dans le marché. Par contre, dans certaines chaînes d'approvisionnement, dans nos exportations principales, je ne veux pas dire malgré tout, mais c'est assez difficile à défaire. Si on prend, par exemple, la chaîne d'approvisionnement de l'aérospatial. On sait que Québec est extrêmement fort dans ce secteur-là. De loin, la province qui a le plus gros écosystème au Canada. On a plusieurs entreprises américaines qui sont installées ici au Québec qui exportent aux États-Unis. Et pour, par exemple, un programme d'hélicoptères, d'avions, de dire, ben, on va apporter toute la production qui se fait au Québec aux États-Unis. On parle d'échéanciers qui sont sur 5, 7, 10 ans pour la certification. Il faut refaire des lignes de montage, il faut engager plus de personnel, il faut modifier les approbations qu'on a avec la défense, avec la FA aux États-Unis. Donc, sur papier, ça peut sembler plausible, mais en réalité, c'est assez difficile à défaire. Les gens d'affaires, seuls le constatent. Donc, eux s'adaptent par rapport au message actuel de l'administration fédérale. Et on voit la même chose dans le secteur de l'aluminium. L'aluminium, la raison pour laquelle c'est fait au Québec, principalement au Canada, ben, c'est l'hydroélectricité qui est abondante, qui est verte. Il n'y a pas ça aux États-Unis, nulle part. Et donc, de dire, bon, on va construire des alumineries rapidement aux États-Unis, c'est inexact. C'est factuellement impossible. Il n'y a pas d'énergie. On exporte à peu près, selon les États, là, entre 50 et 70%. Kentucky, 90% de leur aluminium vient du Québec. Et on avait une discussion récemment avec certains industriels qui disaient, non, on va y arriver. Et on disait, ben, même si vous repartez toutes les centrales à charbon, qui sont plus chères in fine qu'importées du Québec, et même si vous ouvrez une centrale nucléaire dont vous n'aurez pas les permis avant au moins 5 à 7 ans, au bas mot, votre première usine qui produira un faible pourcentage de ce dont vous avez besoin, elle va être ouverte dans 10 ans.
qu'est-ce qu'on fait d'ici là? Qu'est-ce que vous allez faire? Qui va appeler à DOD, Département de la Défense, pour dire finalement, on peut pas construire des jets parce qu'on n'a plus d'aluminium du Canada. Donc, à un moment donné, il y a une réalité aussi où il faut dire, on comprend les préoccupations, on n'est pas d'accord, mais il y a une réalité macroéconomique et industrielle qui ne tient pas la route. Donc, comment on contourne tout ça pour s'assurer qu'on poursuive cette relation? Peut-être une dernière question, et je veux être très prudent parce que je veux pas vous amener sur un terrain où vous devez commenter ce qui se fait en politique, mais je veux juste peut-être avoir un aperçu de ce que vous ressentez à votre niveau vis-à-vis les menaces. Est-ce que les menaces fonctionnent? Et on voit deux approches complètement différentes. On voit Doug Ford en Ontario qui dit « je vous coupe l'énergie puis c'est fini ». Et on voit un monsieur Legault au Québec qui prend ça un peu... bon, je sais pas si c'est un peu plus prudent. Voilà. Donc, on va voir ce qui va se passer. On travaille avec nos partenaires au Canada, etc. Vis-à-vis ces deux approches-là, vous, qu'est-ce que vous avez vu et pensez-vous que ça peut marcher? Ça peut fonctionner? Évidemment, on commentera pas l'approche de l'Ontario, là, mais je peux vous parler du choix qu'on a fait au Québec. Un choix inspiré là, par même la personnalité de la ministre, qui est une femme de terrain, une ancienne journaliste d'enquête. On l'a vu à Rome quand elle a eu l'audace là, de se déplacer là, pendant les obsèques du pape pour aller parler au président. Moi, ça inspire une pratique diplomatique. Comment elle agit. On a privilégié la diplomatie de terrain. On ne fait pas de diplomatie dans les médias sociaux. Ce qu'on fait, c'est qu'on organise des rencontres en porte close. On passe nos messages aux décideurs américains et on répète ces messages-là ad nauseam. Et David et moi, on va prendre notre bâton du pèlerin à tous les jours. On sera jamais fatigué de défendre puis de promouvoir les intérêts du Québec. Ça, c'est le choix que le Québec fait pour sa pratique diplomatique. Je suis conscient que c'est moins spectaculaire dans les journaux que générer une crise. Je jugerai pas de laquelle approche est la plus efficace, mais nous, en tant que fonctionnaires, que représentants d'un gouvernement, on se doit de mettre en œuvre la politique qui a été choisie, notamment, puis personnellement, je trouve que la ministre est une source d'inspiration pour ce travail de terrain-là qu'on doit faire à tous les jours. Je dirais, en complément, c'est ce qu'on entend aussi de nos partenaires américains et nos partenaires au Québec. Encore une fois, que ce soit des entreprises, les gens qui viennent nous visiter, ils veulent continuer à faire affaire, veulent voir, comme notre ministre dit à l'occasion, qu'est-ce qu'il y a au bout du marathon? C'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est une relation à long terme. On ne changera pas tout ça du jour au lendemain. Il faut qu'on soit capable de véhiculer nos frustrations, c'est important. Ceci dit, la relation est plus profonde que ça. Et les entreprises, puis je pense qu'on le voit bien dans le paysage médiatique au Québec, les entreprises du Québec, nos partenaires québécois qui font affaire aux États-Unis, bien, il y en a très peu qui sont explosifs dans les médias. Donc, c'est aussi ce qu'ils nous demandent, c'est de dire, bien, continuez à nous aider, mais est-ce qu'on veut absolument faire un tabac avec tout ça à chaque fois qu'on vient aux États-Unis? La réponse est clairement non. Et donc, je dirais sur les derniers 6-7 mois, là, ça va vite, mais on a eu, par exemple, très peu de refus d'entreprises de venir sur le terrain. On a eu, bon, évidemment, il y a moins de touristes, c'est factuel, là, c'est pas un jugement. Il y a moins de relations il y a plus d'inquiétude dans le monde académique. Les recteurs de diverses universités au Québec en font mention publiquement. Mais dans le reste de nos relations où nous, on est très, très impliqués, entre autres au niveau commercial et économique, les gens sont inquiets, mais continuent de faire affaire un petit peu en dessous du radar. Et donc, ça, je pense aussi que ça vient, comme Benjamin le mentionnait, un peu de la façon dont la ministre le fait. On a fait depuis janvier ou même décembre dernier plus d'une quinzaine de missions ministérielles sur le terrain. Notre ministre en parlait en réunion récemment, c'est des milliers de rencontres politiques et économiques qui ont été faites par les délégués généraux, ministres, sous-ministres adjoints qui se sont déplacés. Est-ce qu'on voit tout ça dans les médias au Québec? Non. Mais le travail de terrain se fait de façon très proactive. Messieurs, le temps file. Je sais que vous avez pas mal de jobs à faire, surtout dans des conférences comme ça. Il y a pas mal de réseautage. Un grand merci. Merci à vous. Très intéressant. Oui, très bonne discussion. Je vous souhaite bonne continuation dans vos missions. Bon succès, tout le succès que le Québec mérite. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Très agréable. Merci tout le monde de nous avoir suivis. On vous voit la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Ciao tout le monde. Bye.